je suis responsable de la gamme VitaBiotics chez le laboratoire IFABiotics. Donc, je vous remercie pour votre présence et je remercie aussi professeur Emel, donc dermatologue du CHU de Marrakech, qui va nous présenter l'apport des vitamines et des minéraux dans la chute du cheveu. C'est à vous la parole. Merci. Donc, merci, Madame Myriam, de m'avoir invité pour animer cette table ronde sur la chute de cheveux et l'apport des vitamines et des minéraux dans la chute de cheveux. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, la chute de cheveux est un motif fréquent de consultation en dermatologie et ça pose énormément de problèmes parce que c'est une maladie chronique et qui altère la qualité de vie des patients, surtout des femmes. Et également des hommes. Parfois, il y a des demandes de greffe de cheveux de la part des hommes qui ont une alopécie androgénétique avancée. Donc, les vitamines et les minéraux sont importants pour la croissance et le fonctionnement normaux des cellules et leur carence peut contribuer à la chute de cheveux. Ça, c'est évident. On le voit chez les patients dénutris, par exemple. Les enfants qui ont kwashiorkor, par exemple, ils ont les cheveux ternes, fragiles, qui tombent facilement. Également, les patients qui ont des problèmes digestifs, des syndromes de malabsorption, ou des maladies, donc des colites inflammatoires chroniques, ils ont des problèmes des cheveux parce qu'il y a un problème carentiel sur le plan donc, des minéraux et des vitamines. Donc une chevelure normale comprend entre 100 000 à 150 000 cheveux se renouvelant de façon cyclique. Donc il y a un cycle pilaire qu'on va voir par la suite. Chaque jour, donc là c'est une perte physiologique des cheveux, chaque jour on perd environ 30 à 150 cheveux. Donc, c'est de façon physiologique et parfois, donc, il y a une aggravation pendant le temps. Donc, il y a des variations saisonnières. Ils sont remplacés par des nouveaux, mais après un certain moment, donc le cycle pilaire, ce n'est pas infini, à un certain moment, avec l'âge, donc, il y a des cheveux qui sont des duvets, des cheveux miniaturisés, et puis il n'y a plus de cheveux qui repoussent par la suite. Ça, c'est parce que ce cycle pilaire, il est sous la dépendance hormonale, mais également génétique. Et avec le temps, on perd nos follicules pileux. Donc, c'est quoi le cycle pilaire? Donc, il y a la première phase, la phase anagène. C'est la phase de croissance du poil. Vous avez la papille, donc c'est là où ça commence la croissance des poils. Donc, vous avez la matrice, et puis vous avez la formation du poil avec sa gaine épithéliale interne et externe. Et les vitamines et les minéraux, ils agissent surtout dans la kératinisation. Donc, ils activent des enzymes pour la kératinisation. Le rôle, c'est d'avoir un poil solide pour qu'il n'est pas fragile. C'est ça l'apport des vitamines et des minéraux. Donc, après cette phase, donc la phase anagène, qui est la phase de croissance et qui dure entre 2 et 6 ans, et la majorité, normalement, chez un sujet normal, les cheveux en phase anagène doivent représenter 90% de la chevelure, donc du total des cheveux chez le patient. Puis après, vous avez la deuxième phase, c'est une phase de transition où donc il n'y a plus de croissance, qui dure 1 à 2 semaines, et puis donc ça représente 3% de la totalité des cheveux, et puis par la suite, vous avez la phase de repos où ce poil donc ascend donc vers la couche cornée, vers l'épiderme, et il tombe par la suite. Donc lorsqu'il tombe, il y a un nouveau poil qui est en train de se former. Vous voyez déjà ici l'ébauche d'un nouveau poil. Donc ça, c'est la phase télogène et qui doit représenter jusqu'à 20%. Dans certaines pathologies, donc ce qu'on appelle surtout, c'est une pathologie fréquente, les fléviomes télogènes qu'on voit chez les femmes après l'accouchement. La femme, après l'accouchement, il fait une chute de cheveux importante. C'est parce qu'il y a un pourcentage de ces cheveux télogènes qui est très important, qui dépasse 20%. Donc, voilà le pourcentage. Vous avez 90% en phase anagène, 3% c'est une phase de transition, et les cheveux en phase télogène représentent à peu près 20%. Donc, voici, pour récapituler un petit peu le cycle pilaire, vous avez la phase anagène, donc vous avez la papille dermique, c'est au niveau des dermes, l'orifice pilaire, qui va donc former ce poil et donc cette croissance des cheveux.
Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre à partir de la physiopathologie. Il y a les capillaires, donc il faut du sang, et du sang oxygéné, d'où l'intérêt du fer. Vous avez, ces tiges doivent être solides, d'où l'intérêt de l'apport vitaminique et des sels minéraux qui donc, stimulent des enzymes qui donc, interviennent dans la kératinisation. Et vous avez les hormones, parce que donc, les hormones, l'exemple type, c'est la grossesse. Dans la grossesse en général, il n'y a pas de chute de cheveux. Au contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a les oestrogènes. Donc vous avez les oestrogènes, ils donnent une stimulation de la croissance des cheveux. Mais juste après la grossesse, il y a une chute des oestrogènes, ce qui explique qu'il y a une chute de cheveux qui est importante, donc les cheveux passent à la phase télogène. Et également, toujours dans le rôle des hormones dans ce cycle pilaire, vous avez les androgènes. Donc dans l'alopécie androgénogénétique, il y a une hyperandrogénie réactionnaire parce qu'il y a une activité d'une enzyme qui s'appelle le 5-alpha-réductase qui est très importante et que donc, ces patients qui ont cette enzyme très sensible ou très active, ils ont des chutes de cheveux. Également, les femmes, par exemple, qui ont des troubles ovariens, qui ont, par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques ou une hyperandrogénie. Ils ont également de l'hirsutisme au niveau du corps, mais ils ont une chute de cheveux au niveau du cuir chevelu parce qu'il y a une hyperandrogénie. Donc voilà le cycle pilaire. Donc, on a 90% des follicules, donc ça c'est le trichogramme. Vous avez 80% des follicules pileux en phase anagène et ont besoin d'éléments essentiels tels que les protéines, des vitamines et des minéraux pour produire efficacement des cheveux sains, forts, qui ne tombent pas facilement, qui ne sont pas fragiles. Donc le rôle de la nutrition et l'alimentation, c'est prouvé sur le plan clinique. On a dit que les patients qui ont les dénutris, qui ont les maladies digestives avancées, qui ont donc des pathologies digestives ou carentielles, ils ont systématiquement une altération des phanères, des ongles et des cheveux, donc des cheveux ternes, fragiles, avec des chutes de cheveux. Donc on a dit que ces micronutriments, ils jouent un rôle important, surtout dans la phase de kératinisation, et ces carences donc donnent des chutes et une fragilité des cheveux. Donc avant de voir un petit peu l'apport de ces différentes vitamines et les éléments minéraux, il faut connaître tout d'abord les causes des chutes de cheveux, parce que il y a beaucoup de causes et bien sûr l'apport des vitamines et des sels minéraux, c'est surtout pour certaines pathologies qu'on va voir par la suite. Donc on différencie en général entre les alopécies. Alopécie, ça veut dire une perte de cheveux acquise non cicatricielle et cicatricielle. Donc dès le départ, on est devant des alopécies cicatricielles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peau elle est altérée. Il n'y a plus d'orifice pilaire. Donc ça ne sert à rien de donner donc les vitamines et les éléments minéraux, ils ne vont pas faire repousser les cheveux. Donc l'indication des vitamines, c'est surtout pour les alopécies non cicatricielles qu'on va voir. Donc vous avez deux grandes étiologies, les circonscrites, c'est-à-dire localisées, et diffuses. Dans les alopécies circonscrites, vous avez la pelade, et dans la pelade, il y a plusieurs formes de pelade. Vous avez juste la pelade en plaques, donc c'est des lésions localisées qui peuvent être localisées une ou deux ou trois au niveau du cuir chevelu. Vous avez la pelade décalvante, c'est tout le cuir chevelu qui est atteint, et vous avez la pelade universelle où tous les poils du corps disparaissent. Donc là, c'est une forme sévère. Bien sûr, là, la pelade, elle est considérée actuellement comme une maladie auto-immune. Donc là, il y a un traitement de la pelade, mais l'apport des vitamines et donc des sels minéraux, c'est un apport complémentaire. Ça aide au traitement, surtout le zinc, on va voir ça par la suite. Donc, première pathologie où il y a un apport des vitamines et des éléments minéraux, vous avez la pelade. La trichotillomanie, c'est une perte de cheveux, mais c'est une perte de cheveux provoquée par le patient. C'est dans le cadre des troubles obsessionnels, des enfants qui s'arrachent les cheveux ou des adultes qui sont anxieux. Vous avez l'alopécie, ça revient à peu près la même chose, l'alopécie par traumatisme et traction, donc surtout les sujets de race noire, donc à cause de la particularité du coiffure utilisée, et donc ça tire sur les follicules pileux. Et vous avez les alopécies infectieuses, donc c'est surtout les teignes,
Et l'alopécie en clairière, c'est surtout la syphilis. Donc là, c'est des maladies infectieuses qu'il faut traiter. Et vous avez l'alopécie androgénitique, que vous connaissez tous, qu'on va voir par la suite. Et dans les formes diffuses, vous avez surtout les fluviums télogènes. C'est la chute de cheveux qui sont donc un pourcentage important des cheveux dans la phase télogène, et fluvium anagène, moins rare. Donc dans ces pathologies, vous avez 3 pathologies où il y a un apport des vitamines et des acides minéraux, la pelade, l'alopécie androgénitique et les fluviums télogènes. Donc là, c'est une pelade. Donc là, vous voyez, pelade en plaques. Vous avez la pelade universelle et la pelade en plaques. Parfois, vous avez juste atteinte de tout le cuir chevelu, mais sans atteinte des sourcils et des cils. On parle de pelade décalvante totale. Et bien sûr, le traitement, c'est en fonction de la gravité. Donc là, l'alopécie androgénogénitique ou androgénique, donc il se voit chez les deux sexes. Ce n'est pas uniquement pour les hommes c'est plus fréquemment atteint, mais également pour les femmes. Mais l'aspect clinique, il est différent en fonction du sexe. Donc chez les hommes, vous voyez cette classification d'Hamilton. Donc ça commence par ces golfs temporaux, et puis vous avez cette zone alopécique centrale, et puis on arrive à ce stade. Bien sûr, il faut commencer le traitement de façon précoce pour éviter cette évolution rapide. D'accord? Et là également, il y a des traitements systémiques, mais ici également, l'apport des compléments alimentaires, elle est primordiale, elle est très importante dans cette pathologie. Et pour la femme, vous voyez donc la forme clinique, donc c'est la classification de Ludwig. Donc ça commence surtout au milieu, et puis ça progresse jusqu'à ce stade 3. Et là, en général, les stades 3 et le stade 7, 8, c'est plutôt, c'est la greffe des cheveux qu'il faut donc conseiller chez ces patients. Donc là, c'est la trichotillomanie. Donc là, c'est l'alopécie par traction. Donc là, ce ne sont pas des indications du traitement par les compléments internes. Là, c'est les pathologies infectieuses, c'est les taignes. D'accord? Donc c'est une alopécie qui est transitoire. Lorsqu'on traite la teigne, les cheveux ils vont repousser par la suite. Et vous avez la troisième, on a dit la pelade, l'alopécie androgénitique et les fluviums télogènes. Donc les fluviums télogènes, c'est conversion télogène des follicules pileux. Donc on a un pourcentage important des cheveux en phase télogène. Ça se voit après l'accouchement. Ça se voit dans les cas où il y a une pathologie infectieuse sévère. C'est très fréquent avec le Covid. Les gens qui font donc la Covid, donc après la Covid, il y a une chute de cheveux, donc c'est important. Donc le stress, il y a beaucoup de médicaments qui sont dans ça. Après, juste un événement stressant, un acte chirurgical, etc. Et puis dans les pathologies carentiennes, donc carence en fer. Donc pour le carence en fer, donc la manière dont les dermatos voient la chose, c'est pas comme les hématos. Les hématos, ils font la numération, ils voient que l'hémoglobine elle est normale, ils s'arrêtent là. En dermatologie, non, parce qu'il peut y avoir une hémoglobine qui est normale, mais le taux de ferritine, il est bas. Donc nous, on exige en général aux alentours de 70 microgrammes par litre. D'accord? Alors que dans les laboratoires, lorsqu'ils donnent les valeurs normales, ça varie entre 10 jusqu'à 150. Nous, il nous faut un taux de 70 microgrammes par litre pour éviter, donc pour renforcer les cheveux. Les maladies inflammatoires, le lupus, les autres pathologies donc chroniques. Et également, il y a cet effluvium télogène saisonnier avec une chute importante pendant donc l'automne. Donc voici cliniquement la chute de cheveux. D'accord, avec donc ici l'aspect dermoscopique qui nous permet d'orienter le diagnostic. Parfois, il y a un diagnostic différentiel avec l'alopécie androgénitique, et là, c'est le rôle de la dermoscopie qui nous permet de redresser le diagnostic. Donc, il y a deux formes. Il y a surtout la forme aiguë ou subaiguë qui se voit après donc, un événement stressant, après un facteur déclenchant, mais il y a également des formes chroniques. Il y a les fluviums télogènes chroniques, donc ça existe également. Donc là, en général, dans les formes aiguës, il y a une résolution spontanée, donc il faut rassurer le patient. Lorsque ça devient chronique et ça se prolonge donc après 6 mois, là, il faut faire un bilan. Donc on fait en général la TSH et la ferritinémie. Et dans le traitement, il faut rassurer le patient. On peut s'aider d'un traitement anti-chute, une lotion anti-chute, et également les traitements vitaminiques, donc pour aider à la repousse des cheveux
et également dans un effet donc, psychologique pour le patient. Donc les alopécies acquises cicatricielles, là c'est des dermatoses inflammatoires qui donnent une atrophie au niveau de la peau, une sclérose. Donc là, il n'y a pas de repousse, ou il y a d'autres traitements qu'on utilise, des immunosuppresseurs, mais il n'y a pas d'indication du complément alimentaire. Vous avez les pathologies inflammatoires, le lupus dans sa forme cutanée pure, le lichen plantar, le syndrome de dégénérescence folliculaire, les lésions qui surviennent après des pustules, et donc vous avez d'autres alopécies. Donc, mais en général, là, c'est des pathologies avec une peau qui est anormale, soit scléreuse, soit atrophique. Et ici, donc, c'est pas les compléments alimentaires, ils n'ont pas de place. Voilà quelques exemples de là. Donc là, c'est le lupus chronique avec des lésions érythémateuses. Donc, et là, c'est la cellulite desséquante du cuir chevelu. Donc là, c'est l'acné kéloïdienne de la nuque avec cette zone alopécique secondaire à des pustules. Donc on va passer au vif du sujet. Quel est l'apport des vitamines et minéraux dans les alopécies non cicatricielles? Et que dit la littérature? Donc à travers cette publication, donc publiée en 2018, on va voir l'apport de chaque élément dans la chute de cheveux. On va commencer par la vitamine D. Donc la vitamine D, donc là c'est l'alopécie androgénitique, et là c'est l'efflévium télogène, et là c'est la pelade. Donc c'est les trois pathologies, on a dit que les vitamines et les sels minéraux peuvent apporter quelque chose. Donc la vitamine D, les études, donc il y a beaucoup de discordance entre les différentes études, d'accord? Mais la majorité des auteurs, ils sont d'accord pour supplémenter par la vitamine D. Donc l'alopécie androgénitique et dans l'efflévium télogène. Dans la pelade, plusieurs études ils ont montré qu'il y a une association entre le taux de vitamine D et la pelade, et ils demandent même de faire des dosages et de traiter donc, ces déficits de vitamine D. Donc là, c'est Chib. Il m'a braché Chib Kri. Prématuré air grain. Donc, là, est-ce qu'il y a rôle entre la vitamine D et l'apparition des... Hein? Comme moi, il y a... D'accord, donc là, il recommande de donner la vitamine D pour éviter cette apparition prématurée de grisèlement des cheveux. La vitamine C, donc vous voyez, dans l'alopécie androgénitique et dans l'efflévium télogène, elle est très importante, surtout lorsqu'il y a une anémie. Hein, donc le fer et la vitamine C, donc ils cohabitent très bien. Donc voilà. Et pour l'alopécie androgénique, donc il y a peu d'études, et ces études, on ne peut pas donner des recommandations à travers ces études. Donc avec la pelade, donc il n'y a pas de... La même chose pour le grisèlement des cheveux, donc il y a peu d'études. La vitamine E, la même chose, peu d'études dans la littérature. Le fer, là, le iron, le fer et la ferritinémie. Donc là, il faut une supplémentation, surtout lorsqu'il y a un déficit. La même chose dans la pelade, donc on préconise une supplémentation par le fer. Le zinc, dans l'alopécie androgénitique, dans l'efflévium télogène, la littérature également, il n'est pas homogène. Donc, et en général, par contre, dans la pelade, le zinc, donc il y a une corrélation. Donc il y a un intérêt à donner du zinc pour la pelade. Le sélénium, il n'y a pas de données scientifiques prouvées, mais il y a donc des données surtout pour éviter le grisèlement, donc grâce à l'effet antioxydatif du sélénium. Donc, riboflavine, c'est la vitamine B2. Là, si je ne me trompe pas, c'est la vitamine B2. Donc la vitamine B2, le déficit en vitamine B2, il donne des chutes de cheveux.
Donc, il est recommandé de donner ce traitement pour la chute de cheveux dans l'alopécie androgénétique et phlébium télogène. Par contre, il n'a pas de place dans la pelade et dans le grisèment prématuré des cheveux. Biotine. Biotine également, c'est de la vitamine B. BH, oui, tout là. B8, yeah. Vitamine B8. Donc là également, il y a une indication à traiter par la vitamine B, mais en général, il y a des études donc contradictoires, mais on peut trouver que ça peut donner Herschelien, c'est-à-dire une perte des cheveux. Donc là, dans la pelade, il n'y a pas d'études, et également dans le grisèment prématuré des cheveux. La vitamine B12 et l'acide folique, donc pas d'études, donc pas de recommandations. Et là, il y a par contre dans la pelade quelques études qui exigent de donner la vitamine, qui montrent un intérêt de la vitamine B12 comme complément thérapeutique, et également dans le grisèment prématuré des cheveux. La vitamine A, donc l'hypervitaminose A, et là il faut faire attention, donc il faut faire attention dans l'apport excessif de la vitamine A, il peut donner une chute de cheveux. L'hypervitaminose peut donner une perte de cheveux, et dans la pelade, donc il n'y a pas d'études. Donc on va voir juste quelques conclusions de ces différentes études, parce que là c'était une revue des études, donc plusieurs études publiées montrent, donc on va voir tout d'abord l'apport de la vitamine D dans la pelade. Donc plusieurs études publiées montrent une association entre la pelade et l'hypovitaminose D en raison de son effet immunomodulateur. Donc là, on a dit qu'on préconise le traitement par la vitamine D. Donc voilà cette étude revue de la littérature, donc, et méta-analyse, c'est-à-dire on compare les différentes publications. Donc on a comparé 14 études portant sur 1255 patients atteints de pelade et 784 patients témoins sans pelade pour voir un petit peu est-ce qu'il y a une corrélation entre la pelade et la vitamine D. Et on a trouvé que le taux sérique de la vitamine D chez les patients atteints de pelade était significativement inférieur aux populations témoins. Donc il y a une corrélation entre l'apport entre la vitamine D et la pelade, donc il faut une supplémentation par la vitamine D. Donc d'autres études ont été faites donc, toujours sur le sujet de la pelade et la vitamine D. Donc là, c'est une étude qui a porté sur 45 patients adultes atteints de pelade et 45 sujets témoins. Donc toujours patients groupe témoin. Et on trouve que le taux est plus faible chez les patients atteints de pelade. Donc ça conforte les données de la première étude. Apport de fer dans la pelade. Donc on a vu que la vitamine D, donc il y a une corrélation entre vitamine D et pelade. Donc les études sur le rôle du fer dans la pelade ont montré une divergence des résultats entre les femmes et les hommes. Donc il est nécessaire de mener des essais cliniques contrôlés par placebo pour évaluer l'efficacité. On a trouvé que c'est plus fréquent chez la femme. Les auteurs de la plupart des études ont suggéré que la carence en fer pouvait être liée à l'phlébium télogène, à la pelade et à l'alopécie androgénétique. Dans ces trois pathologies, on peut donc supplémenter par le fer. L'apport de la vitamine B12 et donc l'acide folique dans la pelade. Donc peu d'études ont abordé la relation entre les vitamines B et la chute de cheveux. On n'a pas beaucoup d'études. Donc là, c'est une étude turque qui n'a pas trouvé aucune différence significative chez les patients atteints et les sujets sains en matière de vitamine B12. Donc une autre étude menée en Turquie, donc, où il y avait 75 sujets atteints de pelade et 54 témoins ont été recrutés. Et donc les résultats étaient similaires à ceux rapportés par les autres auteurs. Donc il n'y a pas de différence significative entre les patients atteints de pelade et les sujets sains en matière de vitamine B12. Donc, toujours dans la vitamine B12, on trouve quand même quelques études qui suggèrent que le taux de folate ou de vitamine B12 pourrait modifier la progression de la pelade. Mais donc, on a dit qu'il y a une discordance entre les différentes publications. La vitamine E, donc la même chose, la vitamine E, il a été évalué chez les patients atteints de pelade et les patients normaux. On a donc trouvé que des taux de vitamine significativement plus bas chez les patients atteints que chez les témoins sains. Mais dans d'autres études, on n'a pas trouvé de différence statistique entre le taux de la vitamine E chez les patients atteints et les patients sains
Donc là, les données ils sont discordants en matière de vitamine E. Le zinc. Par contre, les zinc, la majorité des auteurs ont trouvé un taux plus bas donc, du zinc chez les patients atteints de pelade. Donc, on préconise une supplémentation par les zinc. Donc, on passe sur les zinc. Sélénium. Donc, l'apport de sélénium dans la pelade, les études sur le taux sérique de sélénium chez les patients atteints de pelade sont très rares, ce qui empêche toute conclusion sur le rôle de sélénium dans la pelade et également dans l'alopécie androgénétique. Donc, elle est préconisée, on a dit, par son effet antioxydatif. La biotine dans la pelade, donc la supplémentation en biotine a donné de bons résultats dans le traitement des angles fragiles. Cependant, il n'existe pas d'études sur la biotine en tant que monothérapie par la pelade. Et on a dit que la pelade, en général, ces traitements, c'est en complément. On ne peut pas les donner en traitement unique. Il faut traiter la pelade. La pelade, c'est la corticothérapie, soit intralésionnelle, soit embolie, soit par voie orale. Actuellement, il y a d'autres thérapies donc, anti-JAK qui sont en train d'être développées pour le traitement de la pelade. C'est une maladie auto-immune. Mais il faut faire une supplémentation, vitamine D, fer, zinc. Et également, on peut donner de la biotine. On va voir les autres rapidement. Je ne sais pas pour le temps. Donc, on va voir, on a vu la pelade. On va voir maintenant pour l'alopécie androgénique et les phléviomes télogènes. Donc, pour la vitamine D, bien que la relation entre le taux sérique de la vitamine D et l'alopécie androgénique ou les phléviomes est toujours débattue, mais la plupart des auteurs s'accordent sur la nécessité de supplémenter en vitamine D les patients présentant une chute de cheveux, une carence en vitamine D. Il n'y a pas de données pour soutenir le rôle de la vitamine E. Donc la vitamine D, c'est bon. La vitamine E, il n'y a pas de données scientifiques. Donc la vitamine D et vitamine E. Maintenant, la vitamine C et le fer, en matière d'alopécie androgénétique et phléviomes télogènes. Donc, de nombreuses études suggèrent un lien entre la carence martiale et la chute de cheveux, notamment dans les effluviums télogènes aigus ou chroniques et l'alopécie androgénétique. Et là, on a dit que même si le taux d'hémoglobine est normal, on fait le dosage, on trouve en général un taux bas de la ferritinémie. Donc, c'est pour cela qu'on donne une supplémentation par les compléments alimentaires qui contiennent du fer. L'apport de vitamine C il est important, surtout lorsque vous avez une carence en fer associée. Donc, il agit son binôme. Donc, pour le zinc, on a dit que le zinc il a un apport important dans l'alopécie, dans la pelade. Qu'en est-il pour l'alopécie androgénétique et les phléviomes télogènes? Donc, les données, ils mettent en corrélation, les phléviomes télogènes et l'alopécie androgénétique avec le taux de zinc ne sont pas homogènes. Et en général, on ne fait pas de dépistage. On fait une supplémentation, mais on ne fait pas de dosage du zinc. Des études montrent qu'un excès de sélénium peut contribuer à la chute de cheveux. Donc l'excès comme pour l'excès de la vitamine A. Pour les autres vitamines, donc B7, B12 et la vitamine A, donc la carence en biotine entraîne la chute de cheveux, mais il n'y a pas de données donc, publiées et concordantes donc, sur le plan cas témoin et patient. Mais en général, on a dit que sur le plan pratique, on donne la biotine, il fait partie des éléments qui sont nécessaires pour la kératinisation des cheveux, parce qu'il agit en tant qu'enzyme dans la kératinisation du cuir chevelu. Par contre, l'hypervitaminose 1 provoque la chute du cheveu. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a des traitements, surtout les patients qui sont sous traitement. Donc, pour l'acné, par exemple, dans l'isotrétinoïne, les malades, donc, ils se plaignent de cette chute de cheveux. D'accord? Et également, les gens qui ont une hypercaroténémie. Donc là, il y en a certains qui mangent beaucoup de carottes et ils développent cette chute de cheveux. Hein? Donc, il faut faire attention. Donc la vitamine B12, on a dit que la vitamine B12, on n'a pas trouvé de lien avec la pelade, mais donc cette étude elle a été faite pour voir le taux sérique de folate et vitamine B12 chez des patients atteints des phléviomes télogènes, et les résultats ont montré que 2,6% des sujets avaient une carence en vitamine B12. Donc, mais il n'y avait pas dans cette étude, il n'y avait pas de groupe contrôle. Donc toujours pour avoir des résultats valides sur le plan scientifique, il faut un groupe témoin et un groupe atteint. Ici, c'est un pourcentage. Parmi ces patients
qui sont atteints d'effluvium télogène, on a trouvé 2,6% qui avaient une carence en vitamine B12. Donc l'alopécie est un signe bien connu du carence en zinc. Et une repousse des cheveux se produit lors d'une supplémentation. Cependant, les données corrélantes, donc on a vu ça, corrélant les taux sériques de zinc avec l'effluvium et l'alopécie ne sont pas homogènes, contrairement à la pelade. Donc la même chose ici, un pourcentage de 9% des malades qui sont atteints. Là, c'est une autre étude qui a été faite sur 312 sujets présentant une chute de cheveux non cicatriciels. On a dit que pour les cheveux cicatriciels, il n'y a pas d'intérêt de l'apport des compléments alimentaires, des vitamines ou des éléments minéraux. Donc là, c'était 312 sujets présentant une chute de cheveux, donc comparé à 32 patients témoins qui n'ont pas de chute de cheveux. Et on a trouvé qu'il y a une diminution de zinc chez les patients atteints de pelade et effluvium télogène. Donc pour la pelade, c'est confirmé qu'il y a une corrélation et ces auteurs ont recommandé donc la supplémentation en zinc si le taux est inférieur à 70 microgrammes par décilitre. Mais on trouve qu'il y a d'autres sujets qui n'ont pas trouvé cette corrélation dans l'effluvium télogène. Donc ça reste des choses débattues. Il y a cette publication donc, qui est intéressante, d'accord, donc, qui a montré, donc, faite par des auteurs donc, aux États-Unis, qui montre donc également l'apport de chaque élément. Ça peut, pour récapituler un petit peu ce qu'on vient de voir, donc vous avez donc, le fer, surtout dans l'effluvium télogène chronique. En cas d'anémie, ça c'est sûr, et même en absence d'anémie, on peut donner donc ce traitement. Le zinc, c'est surtout pour l'alopécie, d'accord? Également pour l'effluvium télogène, on peut donner ça. Niacine, donc pour la vitamine B3. Dans les pathologies déficitaires, donc les pelagres par exemple, et les patients qui ont des troubles digestifs, donc il faut faire une supplémentation. Les fatty acides, c'est les acides gras. Donc, il agit surtout également dans la perte de cheveux, les acides gras, par une autre action, hein, c'est action sur l'enzyme 5-alpha-réductase et diminue donc l'action des androgènes. Et donc, il diminue l'inflammation. Vous avez le sélénium. Donc, sélénium, on a dit que, en général, les études elles sont très contradictoires. Il a un intérêt comme antioxydatif sur le vieillissement, sur la photoprotection et sur donc, le grisèlement prématuré des cheveux. La vitamine D, donc, elle a un intérêt dans l'alopécie androgénétique et également surtout dans la pelade et l'effluvium télogène. Vitamine A, on ne sait pas. Par contre, l'hypervitaminose donne une chute de cheveux. La vitamine E, on a dit qu'il n'y a pas donc, beaucoup de données sur l'apport de vitamine E dans la chute de cheveux. L'acide folique, on trouve également qu'on n'a pas trouvé de différence entre les patients atteints et les patients malades, mais en général, avec les autres vitamines B, c'est toujours, donc, ça montre que les malades qui auront reçu un traitement, ils ont une progression plus rapide pour leur pousse des cheveux. Les biotines, on a dit que leur déficit peut donner une alopécie. Ils donnent également des lésions d'eczématite, des dermatites, surtout dans les patients qui ont donc un syndrome de pelagre. Les syndromes de pelagre se voient chez les patients atteints de pathologies digestives, hein, des colites inflammatoires avec les diarrhées, ou bien des patients éthyliques qui développent donc ces déficits des vitamines de la biotine. Les patients donc, qui ont des malnutritions, ils ont des déficits en acides aminés, également ils ont perdu des cheveux. Donc il faut l'apport d'acides aminés, donc ce que vous voyez à droite, donc les différents types d'acides aminés qu'on peut donner pour traiter ces patients. Donc pour conclure que la chute de cheveux est considérée comme un problème courant dans la communauté dermatologique et même dans la pratique générale en médecine et même chez les patients qui viennent vous voir dans votre officine, des avis et des conseils, c'est une pathologie qui a un impact psychologique et émotionnel négatif sur les patients. Donc il y avait beaucoup d'études qui a travaillé sur cette qualité de vie. Donc il y a des échelles de qualité de vie. On a trouvé que l'alopécie, par exemple, androgénétique, elle donne une altération de la qualité de vie importante et parfois plus importante que d'autres pathologies
qui sont plus, on va dire, qui sont plus sévères, qui peuvent engager même le pronostic vital. Donc parfois, il faut écouter les plaintes des patients. Les patients, parfois, ils sont gênés par une pigmentation au niveau du visage, alors qu'ils ne sont pas gênés par une autre pathologie qu'ils ont. Hein. Ils ont d'autres pathologies, mais parce que c'est l'apparence, parce que c'est le rôle donc, social, donc c'est beaucoup de choses. Et ces pathologies, donc, il faut les prendre en charge et il faut prendre en considération les plaintes de ces patients. Donc les micronutriments tels que les vitamines et les minéraux, ils ont un rôle important dans le développement normal du follicule pileux, donc dans le cycle pilaire et dans la kératinisation, ils ont un rôle qui est démontré. Et également sur le plan clinique, on a dit que les malades dénutris, ils ont tous les cheveux fins, fragiles, et les chutes de cheveux, également dans les anémies, dans les déficits en vitamine D, la vitamine C. Une carence en ces micronutriments pourrait consulter un facteur de risque modifiable associé au développement, à la prévention et au traitement de l'alopécie. Donc les 3 grandes pathologies qu'on conseille les compléments alimentaires, donc pour récapituler, donc c'est surtout la pelade de façon moindre parce que la pelade reste une pathologie auto-immune où il y a d'autres traitements qui sont plus forts, donc surtout donc les corticoïdes par différentes, soit intralésionnels, soit par bolus, soit par voie orale, associés à d'autres parfois le méthotrexate et d'autres immunosuppresseurs. Restent les 2 grandes pathologies, c'est surtout l'alopécie androgénétique et les fléviomes télogènes, où l'apport a été démontré. Donc en pratique, nous, les dermatologues, pour l'alopécie androgénétique, on donne toujours des compléments alimentaires avec des fenêtres thérapeutiques. On donne des traitements, donc, soit systémiques, mais malheureusement, le traitement systémique il n'est pas commercialisé, donc c'est la finastéride par voie orale, il n'est pas commercialisé au Maroc parce qu'il a beaucoup d'effets secondaires. C'est un médicament qui est anti-androgène, parce que l'alopécie androgénique, vous avez l'hyperandrogénie, soit réactionnelle. Donc le fait de donner un médicament anti-androgénique, ça donne donc beaucoup d'effets secondaires que les patients marocains n'acceptent pas, diminution de libido, gynécomastie. Donc lorsqu'un patient masculin dit gynécomastie, diminution qui Donc, à côté de ces traitements systémiques, il y a des traitements des lotions anti-chute qu'on utilise, mais en association, on donne toujours des compléments alimentaires avec des cures de 3 mois. D'accord? Donc, on donne des cures de 3 mois. La même chose pour les fléviomes télogènes. C'est aigu, donc on donne un traitement pour donc, faire une progression rapide des repousses des cheveux. Et dans les fléviomes télogènes chroniques, l'apport de ces éléments il est très important. Maintenant, quel complément alimentaire faut-il utiliser? Il y en a plusieurs. Il faut choisir celui qui contient les recommandations, parce qu'il y a des recommandations pour chaque élément. Et je crois que le laboratoire Efabiotique, ils ont un exemple de ce médicament. Et je donne la parole à Mme Myriam pour compléter. Et après, on aura donc 15 minutes s'il y a des questions à poser ou une discussion ouverte s'il y a des compléments ou des remarques. Je vous remercie, professeur Emel, pour votre exposé. Alors, ce que je retiens, c'est que la chute de cheveux peut entraîner des effets psychologiques qui sont assez importants, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Et il y a des traitements qui peuvent être donnés éventuellement. Professeur Emel a fait référence à plusieurs pathologies qui sont à l'origine de cette chute de cheveux. Et moi je dis, et si la solution était possible avec Perfectil? Alors Perfectil, je suppose que vous connaissez ce produit. C'est un complément alimentaire du laboratoire Vitabiotics. En fait, c'est un laboratoire anglais. Et Perfectil est l'un des produits les plus numéro 1 en fait de la gamme Vitabiotics. Donc qu'est-ce que Perfectil et que contient Perfectil en fait? Perfectil, c'est une formule complète en fait qui fournit des nutriments nécessaires à la formation du tissu capillaire. Et bien sûr, professeur Emel a fait référence à plusieurs composants. Éventuellement plusieurs nutriments et oligo-éléments qui sont nécessaires pour la kératinisation du tissu capillaire et éventuellement pour renforcer et oxygéner bien sûr les tissus donc, pour permettre une repousse des cheveux.
Alors, Perfectil, il réduit la chute et stimule la croissance en contenant, bien sûr, il contient du fer, du zinc, du cuivre, la vitamine D3, la biotine, la vitamine B3, B5 et le complexe en fait vitaminique du groupe B qui a sa place dans cette pathologie. Il protège la fibre capillaire grâce à la biotine et donne de l'éclat avec le sélénium et la vitamine E. Perfectil, alors on va détailler un petit peu, donc je ne vais pas me répéter. Je pense que le professeur Hamel a bien détaillé tous les éléments en fonction de la pathologie. Il y en a qui marchent pour certaines pathologies, pas d'autres. Là, bien sûr, le magnésium et le zinc en général, donc il aide à prévenir les carences pouvant entraîner la chute de cheveux. Ce sont deux antioxydants qui sont efficaces, qui pénètrent donc dans les micro-vaisseaux sanguins et permettent d'alimenter les follicules pileux. Le fer, là, professeur Hamel l'a si bien dit, donc il contribue à l'oxygénation des cellules. Donc, qui dit oxygène, donc dit apport nutritionnel pour le follicule pileux et permet essentiellement donc la croissance capillaire. La biotine, donc elle stimule la croissance des cellules du corps et liée à la croissance du cheveu. Et bien sûr, les bêta-carotènes. Là, je marque une petite pause sur cette bêta-carotène. En fait, professeur Hamel a souligné que l'excès de vitamine A pourrait entraîner une chute de cheveux. C'est pour ça que Perfectil ne contient pas directement un apport en vitamine A, mais plutôt une bêta-carotène qui est transformée en cas de besoin de vitamine A éventuellement par le corps. Donc les bêta-carotènes, la vitamine E, C et le sélénium, donc c'est des puissants antioxydants là aussi pour lutter globalement contre le vieillissement du tissu capillaire. Alors, le silicium, donc le silicium là, donc il confère une force et résistance aux cheveux. Le silicium agit sur le cuir chevelu. Il permet une meilleure irrigation et surtout une meilleure production du sébum. Comme vous savez, un excès de sébum entraîne chez des patients, bien sûr, qui ne souffrent pas forcément en fait d'une alopécie ou d'une pelade, donc il entraîne une chute de cheveux. Donc l'excès de sébum, là aussi, le silicium permet de réguler cet excès. La vitamine B6 et B12, donc il booste la production de la kératine. Comme vous savez, la kératine, c'est une protéine donc, qui compose le cheveu. Et bien sûr, une kératinisation grâce à la vitamine B6 et B12 est essentielle pour une chevelure qui est plus forte. Et le cuivre. Donc le cuivre, il est nécessaire pour la force des cheveux, la formation de follicules pileux. Donc là aussi, c'est un puissant antioxydant. Il participe ainsi à lutter contre le stress oxydatif qui donne des chutes de cheveux. Voilà. Alors, c'est une formule complète. Elle est basée aussi sur des recherches en fait, sur des essais cliniques. Donc, dans un essai clinique qui a été fait à l'échelle du laboratoire VitaBiotics, donc sur 125 femmes qui sont âgées de 35 à 73 ans, donc pendant 3 mois, et qui souffraient d'une chute saisonnière. Donc 70% ont vu une amélioration de la chute de cheveux, 80% de ces femmes ont eu une amélioration des cheveux cassants, et 80%, donc les cheveux sont moins gras. Donc voilà, donc qui dit cheveux moins gras, donc en fait il y a moins de chute de cheveux. Alors Perfectil, on est fiers d'avoir ce produit et pouvoir bien sûr le mettre à la disposition des patients marocains. Alors la marque de supplément de beauté numéro 1 au Royaume-Uni, donc c'est le produit complément alimentaire pour les cheveux numéro 1 en Angleterre, et il a eu le prix de la reine Elisabeth pour l'innovation, et c'est un prix qui est donné chaque année par la reine Elisabeth pour en fait l'innovation de l'année. Donc pour l'année 2018, Perfectil était le produit qui a reçu ce prix pour l'innovation. Là, c'est la composition complète en fait de Perfectil. Comme vous pouvez, là, c'est les 22 nutriments et vitamines que contient Perfectil, mais je tiens à souligner surtout l'apport journalier recommandé. Donc la dernière colonne, comme vous pouvez le voir, pour la plupart des
des vitamines. Donc on a 100% d'apport journalier recommandé, sans oublier que ça c'est un complément alimentaire. Et avec ce complément alimentaire, bien sûr, une alimentation équilibrée et une alimentation variée est nécessaire, bien sûr, pour optimiser les résultats d'un traitement anti-chute. Voilà, Perfectil, en fait, pour la posologie, c'est 1 comprimé par jour. Donc, il y a certains médecins qui recommandent 2 comprimés par jour pendant les 15 premiers jours pour en fait stopper un petit peu la chute de cheveux et par la suite passer à 1 comprimé par jour pour une durée de 6 mois à renouveler. Donc, bien sûr, le comprimé doit être pris avec un grand verre d'eau, bien sûr, après un repas principal. Pour éviter, bien sûr, comme vous le savez, les compléments alimentaires pris à jeun donc, donnent des effets secondaires de type gastralgie ou autre. Donc, bien prendre le comprimé après un repas principal. Voilà, donc Perfectil ne contient pas de colorant artificiel, aucun agent conservateur, sans lactose, ni levure ou gélatine, sans gluten, il convient aux végétariens. Et il n'induit pas de prise de poids, ça c'est très important, et ne donne pas de pilosité corporelle. Voilà. Alors, voilà, Perfectil, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, on ouvre le débat. Si vous avez des questions à poser, donc on est à votre disposition, professeur Hamel et moi, pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation de professeur Hamel? Ça se voit que c'est très très clair. Vous avez des questions concernant Perfectil? Oui, une question. Bonjour. J'ai une petite question à propos des fenêtres thérapeutiques du Perfectil. Parce que, est-ce que le traitement, ça va se passer, par exemple, en 2 fois par an ou bien plus? C'est-à-dire le temps de traitement par Perfectil. Est-ce que c'est 6 mois ou bien 3 mois avec une fenêtre par exemple de 3 mois et on renouvelle le traitement? Oui, en fait, il est recommandé de prendre Perfectil en continu pendant 6 mois. Et après s'arrêter et reprendre par la suite. Donc, c'est des phases. Après combien de temps? Donc, comme vous savez, la chute de cheveux, elle est essentiellement concentrée en période d'automne et en période en fait, de printemps. Donc, ce sont les 2 périodes en fait, de chute de cheveux qui sont connues. Et je laisse professeur Hamel s'il veut rajouter quelque chose. Donc, ça dépend de l'étiologie. Si vous avez un effluvium télogène aigu, donc vous donnez le traitement et vous arrêtez le traitement en général 3-6 mois. Parce que l'effluvium télogène aigu, ça va donc disparaître par la suite. Une femme qui accouche par la suite, on arrête le traitement là, après une infection virale ou là, après un régime. Parfois, il y a des régimes. Les gens, lorsqu'ils font des régimes, ils font des chutes de cheveux. Oui, pardon, en cas d'allaitement, parce que généralement, pour l'allaitement, on a des chutes occasionnelles. Oui. En cas d'allaitement? En fait, en cas d'allaitement, un traitement de 3 à 6 mois, en fait, après. Oui. Pour la femme allaitante, en fait, juste après l'allaitement, il est recommandé beaucoup plus de prendre du Prégnacaire. Vous connaissez le Prégnacaire? Oui, donc, il y a le Prégnacaire allaitement qui contient aussi tous les nutriments essentiels. Qui est en rupture. Comment? Il y a une collègue qui est en rupture maintenant. Oui, effectivement, on attend l'arrivage de Prégnacaire allaitement. On peut prendre même le Prégnacaire original. Grossesse, exactement. Oui. Le Prégnacaire grossesse aussi est indiqué en cas d'allaitement. Oui. Donc, vous pouvez prendre le Prégnacaire. Ça va être beaucoup plus en fait, bénéfique et pour la maman et pour le bébé. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Merci. Et puis pour les maladies chroniques, donc là on fait des traitements, on peut faire des traitements avec des fenêtres thérapeutiques. Surtout pour l'alopécie androgénique qui est chronique. Donc là on fait des fenêtres thérapeutiques, il n'y a pas de schéma particulier, mais en général nous on a des traitements de 3 mois, puis on refait en général 2 cures par an. Oui. Mais ça reste c'est pas une prescription basée, c'est-à-dire par des preuves évidence médecine base, mais c'est des pratiques. Oui. D'accord, on fait du suivi. Le suivi de quoi? De alopécie androgénétique ou... Oui, non, du malade, parce que parfois,
bon, les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Prescription après 3 mois, donc ils On demandent les un voit. contrôle. Là, on fait toujours des contrôles de 3 mois. Exactement. On J'ai une achète question- cheveux 3 mois parce que je vous le mets. Contrôle dans Exactement. 3 mois. Avant, ça On ne doit sert le à voir. rien. On doit le voir. 3 mois pour évaluer un petit peu. En cas d'OPK, du syndrome polykystique, est-ce qu'on voit des résultats visibles ou C'est un traitement complémentaire parce que le PK, Oui. c'est un problème hormonal. Donc, il faut un traitement hormonal. Exactement. D'accord? Mais ça aide, je pense que ça peut aider. Ça aide. Mais pas en traitement unique. Là, bien sûr, c'est comme un accessoire. on peut Voilà. dire. Voilà. Pour les OPK, il faut traiter. Il y a un traitement hormonal qu'il faut donner. Merci beaucoup. Et du sport. Pour l'OPK, le sport, parce qu'il faut diminuer le poids, c'est très important. Le régime donc, alimentaire équilibré. Bonsoir. On entend souvent que Perfectil commercialisé en Europe, ça n'a rien à voir avec le Perfectil commercialisé au Maroc. Et surtout, on entend ça par les influenceuses. Pardon? Surtout les influenceuses, ils disent souvent que le Perfectil de l'étranger n'a rien à voir avec le Perfectil commercialisé au Maroc. Exactement. Merci. Alors, merci d'avoir posé cette question. C'est une question très importante. Donc, sachez que Perfectil, est importé de chez Vitabiotics d'Angleterre. Donc, c'est un produit qui est fabriqué chez Vitabiotics et on l'importe bien sûr chez nous. Donc, Perfectil, c'est exactement la même firme qui fait le Perfectil. Alors, la différence qu'il y a, c'est que la réglementation du ministère de la Santé, nous avons des recommandations, puisque nous, on suit beaucoup plus les recommandations francophones plutôt que les recommandations anglophones. Donc, pour importer un produit tel que Perfectil, toutes les composantes que je vous ai montrées, excusez-moi, voilà, toutes les composantes ici que je vous ai montrées, donc ils sont réglementés et on est obligé de mettre les dosages qui vont passer la réglementation au niveau du ministère de la Santé. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'acide folique. L'acide folique ici, vous voyez que ça contient 200 microgrammes. Un produit au Maroc avec 400 microgrammes, c'est quelques différences que vous allez trouver avec Perfectil de UK. En fait, l'acide folique, tout produit qui contient 400 microgrammes au Maroc est considéré comme un médicament et non pas d'un complément alimentaire. Donc, s'il contient les 400 microgrammes, on ne pourra pas l'importer en tant que complément alimentaire. Donc, du coup, on est obligé de réduire donc, la quantité d'acide folique à 200 microgrammes. Comme m'a dit professeur Amel, l'acide folique pour cette pathologie, donc, il n'y a pas beaucoup de différence s'il y a des 400 ou les 200 microgrammes. D'accord? Donc, vous allez trouver un petit peu une différence par rapport à ce qu'il y a sur Perfectil UK, mais ça, c'est pas à nous, c'est dû à la réglementation marocaine qui suit les recommandations de francophones. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà. Oui? Merci pour l'exposé, docteur. Je veux une question sur l'association le shampoing avec le traitement oral. On sait que la plupart des produits existants sur le marché, toujours les patients connaissent un comprimé, par exemple, associé avec un shampoing donné anti-chute. Quel est l'intérêt des shampoings anti-chute dans le traitement de l'alopécie? Donc, l'intérêt du shampoing, surtout, il faut voir l'état du cuir chevelu. Est-ce qu'il y a des squames? Est-ce qu'il y a des cheveux qui sont donc grasses? Donc, et puis donner des shampoings adaptés. Lorsqu'on donne juste un shampoing anti-chute, c'est plus un shampoing qui contient des produits qui n'altèrent pas surtout les cheveux. C'est très important de ne pas altérer les cheveux parce qu'ils sont déjà fragilisés. Mais reste l'apport de compléments alimentaires, c'est plus fort avec et ça dépend de l'étiologie. Donc les shampoings anti-chute, c'est surtout pour ne pas altérer les cheveux. Donc les constituants, ils sont des constituants qui n'altèrent pas les cheveux. D'accord? Donc,
Et surtout, l'intérêt, c'est lorsque vous avez, par exemple, une pathologie associée. Vous avez une alopécie androgénétique et vous avez une dermite séborrhéique, par exemple. Donc, il faut réguler le sébum. Donc, à ce moment-là, on donne des shampoings antiséborrhéiques. Par exemple, pour la pelade, il n'y a pas d'intérêt. Aucun intérêt, parce que c'est une maladie auto-immune. Donc, il y a le complément alimentaire parce qu'il participe dans le mécanisme de kératinisation et également dans la qualité du sang oxygéné qui arrive aux papilles dermiques pour faire la repousse des cheveux, mais les shampoings, il ne va rien faire parce qu'il n'y a pas de cheveux. D'accord? Donc, il n'a pas d'intérêt. Voilà. Et puis, il y a des malades qui font également des problèmes d'irritation ou d'allergie. Donc là, il faut choisir des shampoings qui ne contiennent pas les produits qui sont allergisants. Donc c'est comme ça que la prescription des shampoings dans ces pathologies. Oui, bonjour à vous. Ma question était par rapport à l'association de la minoxidil et des compléments alimentaires. Et aussi, comment peut-on convaincre les patients que le Vermogal n'est pas un anti-chute. Voilà, donc tout le monde... Oui, c'est un traitement pour l'époux. Les gens, lorsqu'ils l'utilisent, ils trouvent que les cheveux, ils deviennent... Oui, ils les utilisent. On a beau essayer de les convaincre du contraire, mais non. Donc, est-ce que ça peut être un effet anti-chute ou la... Non, il n'a pas d'action sur la chute. Et la minoxidil par rapport à l'association? Oui, l'association, ce qu'on fait, c'est l'association de la minoxidil avec les compléments alimentaires. Minoxidil soit 2%, la 5%, avec le c'est toujours un plus par rapport actuellement, au complément. On a commercialisé minoxidil par voie orale. Il est en train d'être développé. Le minoxidil, l'histoire de la minoxidil, c'était un antihypertenseur. Et puis, il a donné beaucoup d'effets secondaires, mais parmi ces effets secondaires, il y avait des repousses de cheveux. Donc, on a enlevé la voie orale et puis on a passé au traitement topique. Actuellement, on est en train je crois qu'il a été commercialisé, c'était phase stade 3, pas comme la dose qui a été commercialisée au départ. Donc, faible dose par voie orale, apparemment, ça donne beaucoup plus d'efficacité que la minoxidil topique par voie orale. Oui, il y a la finastéride qui est en train de sortir sous forme topique. Je crois qu'il a été commercialisé ailleurs. Donc, ce qui est nouveau, c'est l'alopécie androgénogénétique. Ce qui est nouveau, les pelades, c'est qu'il y a des médicaments qui sont efficaces, mais ils ne sont pas encore commercialisés. Phase 3. Qu'il y a des produits qui existent, c'est des anti-JAK, c'est de la biothérapie, mais actuellement, ils travaillent sur les anti-JAK. Moi, c'était de la biothérapie donnée pour des cancers. Ils ont vu que des malades qui ont des alopécies androgénétiques ou des pelades, ils ont eu des repousses des cheveux après le traitement du cancer. Donc là, on est en train de développer soit des doses faibles et des traitements topiques. Bon, il y a des choses la recherche dans ce domaine. Et puis, il y a les traitements classiques. Il y a la PRP. Bon, il y a beaucoup de contrats. Bon, il y a des patients qui répondent, il y a des patients qui ne répondent pas, mais avec la PRP, c'est la rechute. Dès qu'on arrête, il y a une rechute. Donc là, le recul, ce n'est pas important. Au Kindaba, actuellement au CHU, on est en train de travailler sur la cellule souche. La cellule souche, donc c'est la médecine de demain. La cellule souche adipocytaire, c'est-à-dire qu'on fait donc avec le service de chirurgie plastique, de la liposuction, et on prend la graisse et puis il y a un centre de recherche clinique. On essaie d'isoler la cellule souche adipocytaire et on fait donc des injections au niveau des cheveux, ça donne des bons résultats. Jusqu'à maintenant, ça se fait gratuitement au CHU et c'est dans un protocole de recherche. Si vous avez des gens, vous pouvez les adresser pour... Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Pour la minoxidil, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de controverses, mais en général, ce n'est pas décrit l'effet rebond. Ce qui est décrit, c'est certains effets secondaires qui sont gênants, surtout l'ursitisme, l'apparition du poil au niveau, ça c'est très gênant, c'est lorsqu'on a des patients qui ont ça, on arrête le traitement. Il y a également les vertiges. Certains patients ne peuvent pas tolérer
parce qu'il donne une vasodilatation, donc il y a des malades qui ont des vertiges. Mais l'effet rebond, c'est surtout l'évolution de la maladie. C'est la maladie qui est comme ça, qui évolue avec dès qu'on arrête un traitement, quel que soit le traitement, il y a des chutes. Donc c'est l'évolution physiologique de l'alopécie androgénitique. D'autres questions? Est-ce que c'est bénéfique pour les chutes de cheveux? Non, pour l'acide hyaluronique, non, ils n'ont pas d'effet sur. C'est surtout PRP, parce qu'il y a des facteurs de croissance, et la cellule souche. Lorsqu'on fait la mésothérapie, parce qu'il contient des vitamines. Mais l'acide hyaluronique, il n'a pas d'effet, c'est surtout pour un effet de comblement, surtout. Oui. Madame, beaucoup de patients utilisent des préparations à base des huiles, que ce soit des huiles essentielles ou bien des huiles de ricin, l'huile d'ail, tout ça. Est-ce qu'ils ont un effet sur... Sur la chute de cheveux, ils n'ont pas d'effet. Bon, les huiles, ce qui a été démontré, leur effet hydratant, où il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'huiles qui même dites bio, huile bio, il y a des allergies. Il y a beaucoup d'allergies. Parmi les huiles qui sont utilisées, l'huile d'argan, les flacosméto est le mieux adapté. Les autres, ils ont des allergies. Ils ont un effet hydratant, mais pas un effet sur la repousse. D'accord? Parce qu'en général, il n'y a pas d'absorption cutanée. Oui, il y a l'effet comédogène, il y a l'effet surtout des eczémas de contact. Merci. Il y a les acides gras par voie orale, oui, l'acide linoléique et tout ça, parce qu'il agit, on diminue l'inflammation. Lorsqu'on diminue l'inflammation, on diminue l'activité de l'enzyme 5-alpha-réductase, ça peut améliorer les choses, mais il est compris en général dans les compléments alimentaires. Bonjour. S'il vous plaît, je voudrais vous demander pour le minoxidil. Pour l'adolescent, on peut donner à 2% ou à 5% et la durée de traitement pour les adolescents. Les adolescents. Oui, on peut, en général, on a la moitié de la dose pour les adolescents. Donc, il est contre-indiqué chez les petits enfants. Même on les utilise parfois pour les pelades pour aider, parce qu'on essaie chez les pelades plusieurs traitements. Chez les enfants, donc en général, chez les enfants, il faut chercher une étiologie parce que l'alopécie androgénitique, c'est en général, c'est après la puberté que ça commence. Il y a des formes où ça commence de façon précoce, mais ça reste rare. Là, il faut toujours chercher s'il n'y a pas autre chose. Surtout les anémies, c'est fréquent chez les enfants. Donc, chercher le taux de la ferritinémie, demander la vitamine D, chercher s'il n'y a pas de problème thyroïde. Donc là, on fait un bilan. Et lorsqu'on traite, en général, on donne la moitié de la dose chez l'enfant par rapport à l'adulte. Alors, pour l'homme, l'alopécie androgénique, est-ce qu'on donne la même posologie pour les hommes que les femmes? Ou bien on double, par exemple Chez la femme, ce qu'on peut donner en plus, c'est le traitement hormonal. On peut donner le traitement hormonal, mais il faut faire attention. Parce qu'on donne, c'est surtout l'acétate de cyprotérone. Actuellement, l'acétate de cyprotérone, il est impliqué dans l'apparition des méningiomes. Donc, il faut faire attention. D'abord, systématiquement, les malades, les canoukières de André Curada, en France, pas au Maroc, ils ont tous été convoqués et ils ont fait des IRM pour ces malades. Les fait Androcure. D'accord? Donc, la prescription, il faut faire attention. Maintenant, il faut faire IRM avant de démarrer le traitement, etc. On peut donner actuellement beaucoup de l'aldostérone parce que l'aldostérone elle a un effet anti-androgène. Oui, ça c'est pour les femmes, bien sûr. Pour les femmes, les femmes. Ça a été donné pour les hommes. On peut le donner pour les hommes, mais avec les risques qu'on a dit tout à l'heure, les risques, les effets secondaires. Donc pour les hommes, c'est juste un traitement local. Donc le même traitement on peut donner chez la femme. La minoxidil, c'est chez l'homme et chez la femme, avec les mêmes concentrations. En général, c'est aux alentours de 2%, et surtout après, en fonction si des formes avancées, 5%. D'accord. Et bien sûr, 5 pulvérisations matin, 5 le soir, c'est ça? 10-10. 10-10 pour les hommes. Jauge. D'accord. Pour Perfectil, c'est la même posologie, femmes et hommes. Hommes et femmes, D'accord, merci.
مساواة. C'est bon. Donc merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.